Précédent, le souci constant de Jean-François de transférer en fait des connaissances issues de travaux de laboratoire à des problématiques de terrain. Donc je vais revenir sur ces 4 points. Alors, concernant l'espace sémantique, en fait, c'est dans son ouvrage donc, de 2004 où Jean-François, en fait, va au-delà, hein, il respécifie ça, c'est dans le prolongement, effectivement, des travaux de Newell et Simon, mais bien au-delà de l'espace de recherche de Newell et Simon, puisque l'espace de recherche chez Newell et Simon fait référence à tous les états qui sont accessibles si on applique les opérateurs. Et en fait, ce que Jean-François Richard a pointé, c'est la nécessité de prendre en compte les contraintes subjectives qui définissent l'espace, ce qu'il appelle l'espace sémantique, dans lequel on va chercher la solution. Alors bien évidemment, Newell et Simon opposaient espace de base et espace de recherche avec cet espace subjectif, mais ne l'ont jamais formalisé. Et ce qu'a apporté Jean-François Richard justement de plus par rapport au travail de Newell et Simon, c'est qu'il a modélisé justement cet espace sémantique donc dans le modèle des contraintes, et j'y reviendrai très rapidement, mais qui permet justement de réinterpréter cet espace sémantique, qui permet de réinterpréter tous les travaux de la littérature qui ont été qui sont rapportés sur les effets de contexte, hein, les problèmes isomorphes, là on vient de le voir avec Anne, et aussi ça explique aussi les difficultés de transfert ou le fait qu'il puisse y avoir parfois transfert entre deux problèmes d'isomorphes, parce qu'effectivement, du point de vue du sujet, l'espace sémantique est le même. Autre chose aussi que je pense qui est importante, c'est que en fait, de tout temps, c'est le fil conducteur de Jean-François, qu'il s'agisse donc des processus de base comme l'attention ou bien des activités cognitives complexes telles que la résolution de problèmes. Jean-François a toujours défendu un point de vue fonctionnel en fait de la cognition, et là j'ai repris aussi extrait ce qu'il disait à l'époque de l'attention, hein, mais qui montre bien là que cette approche fonctionnelle pour lui est importante. C'est qu'il disait la notion d'attention n'apparaît qu'occasionnellement chez un auteur comme Piaget, qui accorde pourtant un rôle de premier plan à l'activité du sujet, mais qui défend un point de vue structural. Et effectivement, à l'époque, 74, donc le courant structural était encore assez dominant en psychologie, et c'est vrai que là déjà une affirmation de la position de Jean-François est quelque chose qui a guidé en fait, pour de mon point de vue, qui a guidé tout son travail. Donc l'étude en fait du sujet et de l'activité cognitive du sujet est en situation. Et de ce fait, dans cette perspective, on voit aussi la logique, il a donc développé l'analyse des protocoles individuels. En fait, on peut retrouver les premiers fondements théoriques et méthodologiques d'analyse des protocoles individuels dans le chapitre qu'il a écrit avec Sébastien Poitrenaud, problématique de l'analyse des protocoles individuels d'observation comportementale, qu'on retrouve dans l'ouvrage coordonné entre autres par Claude Bastien, qui est ici présent. Et c'est vrai que là, en fait, dans ce chapitre sont lancées en fait les premières bases vers la simulation informatique des protocoles individuels, l'analyse en fait simulation informatique justement de ces protocoles simulés, hein, et confrontation entre des protocoles simulés et prédits en fait par le modèle théorique, et puis comparaison avec les protocoles réels des sujets. Alors, la modélisation, tout le travail de modélisation et de simulation informatique, et là aussi j'ai repris, réextrait une citation de Jean-François où il précise que la formalisation et la simulation des protocoles est la seule méthode disponible aujourd'hui qui permette d'apprécier le degré d'approximation fourni par la simulation par rapport au protocole observé et de vérifier la cohérence
entre les actions et les verbalisations. Donc effectivement, l'analyse de la modélisation qui est en fait un outil méthodologique et qui permet de faire des prédictions sur les hypothèses en fait qui sont sous-jacentes au modèle du fonctionnement ou de l'activité que l'on met en place. Alors, et bien évidemment, sur le modèle des contraintes qui a été proposé là par Jean-François, alors je ne vais pas revenir non plus sur le modèle des contraintes et comment, là aussi on pourra dire à Jean-François s'il veut nous en parler, il pourra nous en reparler, mais disons que l'avancée importante ici de cette modélisation, c'est que d'une part, et ça c'est important, c'est que ça donne un contenu précis à la notion de représentation. Toute la difficulté en psychologie, effectivement, est celle de qu'est-ce que la représentation mentale. Ça ne se touche pas, ça ne se voit pas. Même si on fait de l'imagerie cérébrale, on pourra toujours voir l'activité du cerveau, mais de l'activité cérébrale à en fait, l'activité cognitive, ou disons la pensée, bon, il y a un pas. Et effectivement, là au moins, alors bien sûr, puisque c'est de la modélisation, bien évidemment, ça réduit la complexité, mais en tous les cas, ça permet justement de donner ce contenu précis à la notion de représentation, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, en fait, pour les psychologues. Ça, d'autre part aussi, ce modèle, ce qui est très intéressant ici, c'est que ça formalise tout l'aspect dynamique de la représentation. Et effectivement, la représentation qui, au cours de l'activité, du déroulement de l'activité, va changer ou ne pas changer, justement, et on pourra parler de flexibilité, la cognitive ou rigidité mentale dans certains cas. Et puis, et bien évidemment, cette formalisation, c'est que dans ce modèle, il y a une proposition, en fait, du mécanisme de changement des représentations qui se produisent en fait au cours de l'activité en fonction de la prise d'informations ou non des résolveurs, on va dire, de façon un peu générique, sur les retours en fait de l'environnement et la façon dont ils vont s'adapter par rapport à ces retours de l'environnement. Et c'est là où effectivement les différences de flexibilité cognitive sont assez importantes en fait dans cette prise d'information justement des retours de l'environnement. Ça, c'est quelque chose de... et les questions de codage, en fait, on parlait tout à l'heure de prise d'information, donc de codage effectivement de la situation, qui sont importantes. Et c'est vrai et on voit là aussi au bout du compte un fil conducteur toujours, en fait on peut parler de flexibilité cognitive, c'est la façon dont moi j'en parle, mais en réalité si je regarde ce qu'a fait Jean-François Richard sur l'attention dans les années 74, je crois qu'effectivement, ce qui est sous-jacent au bout du compte à cette flexibilité cognitive, c'est certainement les processus de base du fonctionnement cognitif, et que c'est des affaires d'attention, en fait, de capacité ou non à un moment donné, de pouvoir effectivement prendre du recul par rapport à la situation, réinterpréter la situation et refocaliser son attention, en fait, sur des propriétés de la situation qui n'étaient pas prise en compte quand on était au début de la résolution et dans la découverte en fait de la situation dans laquelle on se trouve. Donc, et puis, alors je le disais, ça, ce qui caractérise vraiment les travaux ici de Jean-François, c'est donc là j'ai repris la couverture de l'INRIA parce qu'on sait qu'il a travaillé donc avec l'équipe de l'INRIA et donc Visseré. Bon, il y a Pierre Pastré là aujourd'hui et ce matin, enfin tout à l'heure, qui nous a aussi donc fait part du travail de collaboration avec Jean-François. Mais c'est vrai qu'il y a toujours eu ce souci effectivement on construit des situations, disons, simples, alors simples entre guillemets, qui peuvent être complexes du point de vue du sujet, mais qui sont épurées, on va dire, pour essayer de mettre en évidence et d'appréhender en fait des processus que l'on suppose être des processus suffisamment généraux pour pouvoir les retrouver dans des situations plus ouvertes, pas forcément plus complexes, mais on va dire la différence justement entre le laboratoire et le terrain, c'est que dans les situations de terrain, ce sont effectivement des situations qui sont très ouvertes.
D'où la nécessité, parfois, on va réduire effectivement par rapport à la question d'Anne tout à l'heure, effectivement, on peut réduire un peu la situation, bien sûr, par rapport à la complexité, mais c'est bien la difficulté dans laquelle on se trouve tous, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir, sans tomber dans du réductionnisme, en être conscient et de se dire on va réduire la complexité pour pouvoir justement appréhender des processus cognitifs, donc les processus qui nous intéressent. Donc, alors les travaux, bien sûr, là sur du laboratoire au terrain, donc le cours de ce colloque, on va avoir plusieurs exemples, hein, donc les travaux sur les situations d'apprentissage scolaire, donc plus particulièrement les problèmes d'arithmétique et donc qui ont des implications didactiques évidemment, et puis les travaux en psychologie ergonomique, alors qu'il s'agisse globalement du traitement, de la compréhension du fonctionnement des dispositifs. Et puis là, je me souviens d'un travail qu'on avait fait ensemble. Moi, j'étais en début de thèse, et on avait travaillé en fait sur le traitement des documents administratifs auprès de populations de bas niveau de qualification. Et c'est vrai que, alors là, dans mes souvenirs, j'avais été impressionnée. Moi, j'étais en première année de thèse, j'avais été impressionnée de voir ce professeur Jean-François Richard qui était donc sur le terrain avec les personnes là, en bas niveau de qualification. Nous, on avait tous fini au bout d'une heure, 1h30 d'entretien. Lui, au bout de 2h30, il est toujours avec les personnes. Et visiblement, les personnes n'étaient absolument pas ni saturées, mais c'est-à-dire toujours ressenti en fait cet aspect clinique de Jean-François, c'est-à-dire des questions de recherche fondamentale. Il y a toujours une préoccupation et cette approche clinique, humaine, qui a aussi, je pense, animé toujours ces travaux. Alors, donc, je passe là à la deuxième partie de mon exposé pour justement montrer un peu quel est l'intérêt de ce point de vue et comment on a pu, si vous voulez, s'appuyer en fait sur ce point de vue de Richard pour appréhender les questions de relation entre cognition et émotion. Donc là, alors, bon, ce que je vais faire, je vous présenterai juste un résultat, parce que c'est plus pour illustrer, si vous voulez, l'intérêt du modèle, plutôt que de rentrer vraiment dans le travail de thèse d'une de mes étudiantes, Delphine Duvallée. Donc je vous présenterai quelques résultats, mais le but du jeu, c'était pas de rentrer vraiment spécifiquement dans ce travail-là, mais de montrer comment que ce modèle, le modèle des contraintes, justement, nous a permis d'identifier ces relations émotion-cognition. Donc en fait, bon, vous le savez tous, hein, dans la résolution de problèmes, ce qu'a pu mettre en évidence Jean-François, c'est qu'il y a des événements qui sont critiques. Alors critique, ça veut dire critique du point de vue du sujet, ça veut dire qu'ils sont pertinents, ils ont une signification du point de vue du sujet, et il s'agit donc et des atteintes de sous-but, c'est-à-dire des états en fait qui rapprochent objectivement du but, et des situations d'impasse, et les situations d'impasse qui est définie par Jean-François Richard comme des situations où, compte tenu de la représentation mentale que l'on a sur la situation, on a l'impression qu'on ne peut plus rien faire. Et toute la question est, quand j'ai l'impression que je ne peux plus rien faire, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que effectivement je change de représentation, je change les points de vue sur la situation et je redémarre, ou alors est-ce que pour le coup je suis, je devrais dire, inhibé, hein. Et de ce fait, si vous voulez, l'idée c'était que ces atteintes de sous-but, justement, qui rapprochent du but, donc qui peuvent être considérées comme des réussites locales, hein, et la situation d'impasse qui peuvent être vécues du point de vue du sujet comme des situations en fait de blocage, hein, d'échec. La question qui a animé justement le travail de Delphine Duvallée en thèse était: est-ce que ces événements qui sont des événements pertinents du point de vue cognitif sont-ils associés en fait de manifestations d'émotion? Donc l'objectif de la recherche, c'était justement d'étudier en temps réel, ça c'était important, les manifestations émotionnelles pendant les événements, ces fameux événements critiques. Et ce qui a été utilisé, donc les analyses, alors pour pouvoir identifier justement ces moments critiques, il a fallu mener des analyses de protocoles individuels, donc dans le cadre du modèle, hein, c'est
En ça que le modèle ici, ce modèle des contraintes et toute sa pertinence. Et puis, bien évidemment, la question après, c'est de l'émotion, qu'est-ce que l'émotion, comment on la définit, quels sont les indices, comment on peut opérationnaliser. Donc, de ce fait, on a choisi en fait le cadre théorique des théories de l'évaluation ou des théories de l'appraisal pour définir justement l'émotion. Et là, je fais référence, entre autres, aux travaux de Scherer, l'équipe. Il y a tout un courant de ou David Sander qui travaille sur justement dans ces cadres théoriques de l'appraisal. Alors, juste pour revenir un petit peu sur ces théories de l'évaluation cognitive ou de l'appraisal, en fait, l'appraisal, c'est l'évaluation subjective que le sujet va faire de la signification d'un événement et de ses conséquences pour le bien-être de l'organisme. Ça veut dire aussi que, si vous voulez, un événement en soi n'est pas intrinsèquement émotionnellement positif ou négatif, je résume un peu, mais ce qui est important en fait, c'est la façon dont on va évaluer cet événement et la signification de ce fait émotionnel d'un événement va être évaluée par, alors d'une part, sa pertinence par rapport au bien-être de l'individu, évaluer par rapport à son caractère facilitateur ou non de l'atteinte du but, et on voit ici les liens qu'il peut y avoir justement avec la résolution en situation de résolution de problème, et puis par rapport à la facilité avec laquelle on peut développer ce qu'on appelle des stratégies de compensation, des stratégies de coping. Donc l'hypothèse générale, si vous voulez, qui a guidé toute la thèse de Delphine, c'est que les événements critiques dans la résolution de problèmes, donc les impasses et les atteintes de sous-but, qui sont évalués par rapport à l'atteinte du but, devraient en fait être associés à des patterns émotionnels spécifiques et différenciés. Donc c'était une question un peu, au départ on est parti comme ça, mais en se disant, si effectivement ce sont des événements qui par rapport à l'atteinte du but ont de la pertinence, alors il devrait y avoir des manifestations émotionnelles spécifiques en fait. Et alors, ce qu'on a utilisé, un problème de tour de Hanoï pour être donc à 5 disques, donc un problème quand même suffisamment difficile pour de jeunes adultes, c'était des étudiants, alors pas des étudiants de psycho justement, mais de jeunes adultes, et l'idée étant de proposer un problème quand même qui va être source de difficultés, mais qui ne soit pas non plus trop difficile, parce que effectivement, on avait envie que les gens aillent jusqu'au bout en fait de la résolution. Et donc en fait, on a l'expérience était bien évidemment en passation individuelle, filmée, et on a recueilli, filmé et donc enregistré, ça permettait d'enregistrer donc et les verbalisations des sujets en cours de résolution, et en même temps de filmer les expressions faciales, parce que les expressions faciales c'était un des indices qu'on a utilisé donc de manifestation de l'émotion. Et puis, on a recueilli un indice physiologique qui est justement sur la réponse électrodermale ici, qui n'est pas du tout contrôlé ou contrôlable par le sujet, bien évidemment. Et puis, si vous voulez, c'est un indice physiologique qui est assez couramment utilisé dans les études sur l'émotion. On a le rythme cardiaque, etc. Mais on avait décidé d'utiliser cet indice-là. Et alors, ce qu'on a fait, donc là, ce qui est présenté, si vous voulez, sur la figure, c'est qu'en fait, donc on avait un ordinateur la résolution qui enregistrait la réponse électrodermale. En même temps, à chaque action du sujet, on avait ce qui est représenté ici. Donc ça, ce sont, si vous voulez, les actions des sujets. Donc sur un premier ordinateur en temps réel, on avait donc alors ce qui se passait ici, c'est qu'avec un joystick, là c'est, si vous voulez, quand le sujet prend une pièce, il repose. Donc on a le temps de l'action, on a le début, on a la fin, mais ça nous a permis en même temps, après en différent, en synchronisant avec les films, de pouvoir retracer en fait toutes les actions. Donc ici, on a le codage en fait, de toutes les actions qui sont faites.
On a en temps réel, donc ça c'est l'activité électrodermale, et avec le logiciel qu'on avait, le logiciel de COP, ici ce qui est représenté sur cette piste-là, c'est donc les réponses électrodermales qui sont pertinentes et qui sont, ça aussi il y a un seuil qui est retenu là sur ce type de données, supérieur à 0,05 microsiemens. Ce qui fait que, vous voyez qu'ici on avait, et on a pu, donc après en faisant une synchronisation avec les films, reporter pour chacun des protocoles en fait les expressions faciales. Alors sur les expressions faciales, en fait, bien évidemment, il y a eu un codage donc de deux codeurs qui étaient complètement naïfs vis-à-vis de l'expérience, et puis on ne montrait en fait que les visages des sujets. Hein. Alors bon, disons que alors, si vous voulez, peut-être ce qu'on peut. Alors, ce qu'on a fait, alors, j'ai juste pris ces résultats-là, mais ce qu'on a comparé, si vous voulez, donc sur les périodes d'intérêt, justement, la différence sur ces indices, ces manifestations émotionnelles entre ces fameuses situations d'impasse et les atteintes de sous-but. Donc, alors globalement, si vous voulez, ce qu'on peut retenir, c'est quoi? Donc, il y a le nombre pour la réponse électrodermale, on avait donc le nombre de réponses électrodermales et puis en même temps l'amplitude des réponses. Donc, alors, ce qu'on observe, c'est que pour cette réponse électrodermale, en termes de nombre de réponses électrodermales, on a donc des taux moyens qui sont plus importants dans les atteintes de sous-but que dans les situations d'impasse. En revanche, si on regarde après sur ces réponses électrodermales, pardon, qu'est-ce qui se passe? Hop, je vais trop vite. Si on regarde donc sur ces réponses électrodermales, en revanche, quand on regarde l'amplitude en fait des réponses électrodermales est plus importante en situation d'impasse qu'en sous-but. Et puis enfin, donc quand si vous voulez, je vais un peu vite. Donc pour vous voyez que sur les expressions faciales positives, on est allé là, bon, positif-négatif, hein, mais donc en fait on n'a pas de différence significative là, sur les réponses électrodermales, sur les expressions faciales positives. En revanche, on a donc des expressions faciales négatives qui sont plus importantes dans les situations d'impasse. Donc on a interprété nos résultats de la façon suivante. Alors d'une part, comme attendu, les événements, et c'est ça qui était important, les événements en fait, positifs de la résolution de problème sont associés à des patterns émotionnels donc spécifiques et différenciés. L'activité, on a donc interprété en fait nos résultats, mais bien évidemment en regard des interprétations qu'on a pu retrouver dans la littérature sur ce type d'indice. Hein. Donc l'activité électrodermale qui mesure en fait la pertinence, qui est une mesure pertinente des processus d'évaluation et d'engagement dans la tâche, alors qui se traduit là, dont le nombre de réponses électrodermales observées en situation de sous-but qui permet en fait cette interprétation, et les expressions faciales en fait qui sont le reflet d'évaluation des événements quant à leur facilitation dans l'atteinte du but. Donc, alors, pister les manifestations émotionnelles pendant la résolution de problèmes, alors pertinent certainement, parce que d'abord l'émotion est un processus dynamique qui est le résultat de l'évaluation des objets, des événements en fonction de la signification qu'on attribue par rapport à nos buts et nos désirs, parce que, on l'a vu, enfin, cette prise en compte de la dimension émotionnelle permet en fait de mieux comprendre et d'expliquer les activités cognitives complexes telles que la résolution de problèmes. Et c'est vrai qu'on est souvent dans les domaines de la résolution de problèmes, je dirais un peu dans une cognition froide, alors qu'il y a vraiment intérêt à continuer et sur les aspects émotions, mais aussi, je n'ai pas parlé, sur les aspects motivation, plus du côté de la conation, parce que là aussi, il y a vraiment des choses à explorer de ce côté-là. Et alors bien sûr, des questions en suspens. Heureusement, il y a des perspectives futures. Donc, émotion et contrôle de l'activité. Donc là, c'est des choses. Donc, effectivement, par rapport à la flexibilité cognitive ou des conduites de persévération en situation d'impasse où il y a des différences interindividuelles très importantes,
question qui se pose, quel est le rôle de l'émotion? Est-ce que dans ces situations-là, est-ce que l'émotion peut être en fait soit effectivement un défi, hein, c'est-à-dire on est en situation d'impasse, on continue, ou au contraire ça peut être des situations en fait de résignation. Et ça pose, vous voyez bien que là, ça a des questions après, effectivement, et aussi dans la formation, en fait. Hein, et puis, d'un point de vue plus clinique, là aussi, les liens entre flexibilité cognitive, rigidité mentale et émotion, c'est des choses qui sont aussi à explorer parce qu'effectivement, sur ce que je disais au départ, un système intégré, on peut imaginer donc dans l'évaluation, parce que dans les évaluations neuropsychologiques, ce qui est souvent utilisé, ce sont des évaluations de cognition froide, hein, c'est-à-dire qu'on va faire passer des tests neuropsychologiques et on ne tient pas compte en fait de ces aspects émotionnels. Et donc sur l'évaluation en neuropsychologie, pouvoir de façon un peu systématique appréhender les liens cognition-émotion, c'est quelque chose d'intéressant. Et puis au-delà de l'évaluation, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est en termes de remédiation après et d'intervention psychologique auprès des patients. Et ben voilà, je vous remercie pour votre attention.